Songez donc, il m'arrive très bien de manquer de pantalon, de manquer de chemise. En revanche, j'adore le luxe que je comprends à la manière des orientaux, sans le moindre souci du confortable. J'habite dans un fouillis de bibelots, au milieu de tentures qui furent brodées jadis pour des sérails. Et dans ma chambre à coucher qui ressemble à une mosquée, je dors par terre sur un petit lit de camp très dur. Enfin, je crois au contraire être un peu musicien. J'ai pu quelquefois tenir sous le charme ceux qui m'écoutaient, et on a bien voulu comparer mon jeu à celui de Chopin. Et puis, une sensibilité exagérée, que je dissimule de mon mieux, la trouvant très ridicule chez un rouleur de mer comme moi. Veuillez, monsieur, recevoir l'expression de mes meilleurs sentiments, et ne voir dans ma lettre aucune attaque contre votre talent, que je sais très remarquable. Pierre Loti. 26-27 mai, plus une semaine. 2 jours d'inspection au bagne de l'île de Ré. Grande chaleur d'été, les petits villages très blancs sous le ciel bleu. Dans cette citadelle, note à Saint-Martin-de-Ré, où est le bagne, un air d'Algérie. Un défilé étrange de 300 forçats nus comme Adam au premier jour, des avocats, des notaires, des prêtres et des détrousseurs de grands chemins. Toute la pauvre race atrophiée des gens de bureau pêle-mêle avec ceux du grand air. Des bandits superbes, toisant des prêtres immondes, confus de leur nudité. Un chœur, très CHOEUR, très habilement étudié et exécuté par une trentaine de voleurs et d'assassins, le Miserere du Trouvère. Note. Il s'agit du chœur des moines à l'acte 4 du Trouvère de Verdi. Un jeune parricide de 18 ans chantait d'une voix suave la partie de Léonore, et l'orgue était tenu par un vieux prêtre qui avait commis des choses indicibles. Rentré le 27 au soir par une barque qui atterrit à la Repentie, note lieu-dit près de La Rochelle. 29 mai, plus 2 jours. Une représentation d'Hamlet au théâtre de Rochefort. La nuit qui vient après est très remplie d'amour. 2 juin, plus 2 jours. La grande île, note Oléron, de sable et de bois de pin où personne ne me connaît plus, où je retrouve encore çà et là dans des maisons de village pas revues depuis 25 années mes souvenirs de tout petit enfant. Une grande brise saine qui faisait vivre et chanter dans les chemins. Lundi 2 juin, même jour. Parti le matin de Rochefort avec l'ami Pouvillon par la Canonnière. Déjeuner à Boyard, puis un costume de marin-pêcheur, tricot bleu et ceinture rouge, en route pour Sauzelles. C'était jour d'assemblée dans ce village, parenthèse. Les bonnes vieilles, maman et tante Clarisse, nous en avaient avertis, s'en étant souvenus depuis 40 ans, fin de parenthèse. Les matelots de l'escale y font joyeux tapage avec les gens du pays. Continuer notre route sur Saint-Pierre, une brise vivifiante et délicieuse, sous le vent des marais, cela sent le sel, le goémon et la violette, dans le vent des dunes, cela sent le sable, les œillets roses et les immortels. À Saint-Pierre, où je passe inconnu avec mon déguisement de pêcheur, retrouver de vieux souvenirs de ma petite enfance qui sont mélancoliques et lointains. Traverser par hasard les allées de l'oncle Grenot, note, oncle du côté maternel. Au XVIIIe siècle, une Jeanne Grenot, fille de négociant, a épousé un Samuel Renaudin, ancêtre du côté texier. Reprise. Les allées de l'oncle Grenot que je reconnais tout à coup. Je mène Pouvillon à la Cotinière, note port de pêche, sur la côte ouest de l'île d'Oléron. Quelle impression! En arrivant là au baisser du jour, un vent frais vient du large, de la grande mer verte et remuée sur laquelle pèsent des nuages noirs. Des pêcheurs, hommes et femmes, sont là, en vieux costume de l'île, dans l'eau jusqu'à mi-jambe. Le village âpre, sauvage un peu, tapi dans les dunes comme par peur des rafales de mer, avec çà et là un figuier, un arbre rabougri couché par le vent, et ces dunes de la côte sauvage, où paissent les petits ânes noirs ébouriffés, où croît la flore des sables marins, les larges fleurs jaunes très parfumées qu'agite le vent du large. Comme on a bien là une impression de bout du monde, dans ce lieu avancé qui confine à l'immensité des mers.
Dîner à Saint-Pierre, retourner danser le soir à l'assemblée de Sauzelles, de belles filles brunes d'une beauté chaste et vigoureuse. Avec moi, elles veulent bien danser par politesse, mais je suis un inconnu, un étranger, pas vraisemblable, dont on regarde les mains trop petites. Alors, après une première danse, je n'ose plus en inviter d'autres, tandis qu'avec leurs danseurs qui sont là des amis, des frères, des amants, surtout des fiancés, on se serre ouvertement et on s'embrasse. Et je finirais bien ma vie là, moi, mariée à l'une de ces belles filles, elle me donnerait des enfants vigoureux qui sentiraient le goémon. Couché à Saint-Pierre, dès le matin le lendemain nous repartons pour la Cotinière et nous nous mettons en route à pied, moi pieds nus pour Saint-Trojan, suivant la grande côte, note, la côte ouest de l'île d'Oléron. Il vente, il y a des rafales de pluie, temps sombre et triste, petits villages isolés, la Péroche, la Remijasse, petits arbres couchés par le vent et puis grands bois parfumés où fleurissent des lentisques, des plantes d'Algérie. À Saint-Trojan, le soir, par pluie battante et tempête. La forêt de pins est sinistre. Couvillon couche à l'auberge, moi dans une petite maison de paysan, blanche et propre. De bonne heure, le lendemain, mercredi, à la côte sauvage, note la côte nord-est de l'île. Il vente encore par un soleil éclatant. La mer est grosse et c'est alors cette même splendeur des grands brisants d'Afrique, des grands brisants de tous les pays du monde, splendeur infinie et indicible. À pied au château, note la localité Château d'Oléron, où nous déjeunons. Rentrer le soir à Rochefort par La Pointe et Marennes. Samedi 14 juin plus 12 jours. Soirée à la maison, Madame Regrény, Amélie, les Barbotins, les Montel, de la musique et des glaces. Réception à la turque dans ma chambre. Ninet, Suzanne, Jeanne, etc. en femmes d'Orient, femmes au pluriel, l'ensemble ayant un petit air de harem. Moi en costume de Stamboul et Daniel aussi en turc pour nous servir. Dimanche 15 juin, lendemain. Vente au jardin public, bibelots et objets d'art dans la boutique Leps de Perpignan, de La Pairie, etc. Niné et moi, marchands. Marchand, C-H-A-N-D-S. Un temps superbe, une bonne journée d'enfantillages amusants, très jolie notre petite boutique. Daniel et Samuel, mes deux matelots inséparables comme des perruches, ayant passé 8 jours à faire des guirlandes de mousse, des va-et-vient chez les Leps, les deux Franchimont, des bouquets, etc. Juin, le temps radieux, la tenue en blanc, le grand resplendissement de l'été, une vie si calme avec un peu d'amour très mystérieux, instable et pourtant qui dure, suspendu à un fil qui pourtant ne se brise pas, amour inattendu, un peu triste, aussi angoissé, appelé à vite finir comme ces courtes nuits de juin, où le jour nous sépare si vite, et pourtant je l'aime bien à des heures de vraie ivresse. Reçu 2000 francs de Lévy. Pagode souterraine passe dans la revue des deux mondes. Travailler au groupe de Samuel et David pour la vie militaire, tous deux en gabier au pied de leur mât. Note. Le dessin de gabier où Samuel et Daniel ramassant des petits oiseaux morts, voir le catalogue de l'exposition Pierre Loti Fantôme d'Orient, mais le dessin est daté vers 1886. Voici une lettre que Loti, toujours dans la note, adresse au directeur de la revue militaire, mai 1884. Monsieur, je vous suis très reconnaissant de m'avoir envoyé la vie militaire. Je ne savais qui en remercier et m'imaginais le devoir à monsieur de Maupassant. Votre publication est jolie comme texte, jolie comme dessin, à mon goût tout à fait réussi. Je répondrai bien volontiers à la demande que vous me faites, mais il y a une quantité de difficultés. D'abord, je n'ai rien de prêt. L'attitude odieuse de la presse au moment de mon rappel du Tonquin, l'accusation portée contre moi par quantité de journalistes d'avoir voulu calomnier les matelots, qui sont la classe de gens que j'aime le plus, tout cela m'a profondément dégoûté d'écrire. Ensuite, il y a des empêchements matériels très sérieux, des engagements pris de tous côtés et des traités terribles sur papier timbré avec C. Lévy pour tout ce que je ferai d'ici 2 ans. Cependant, il y aurait peut-être moyen de s'arranger. J'irai à Paris vers le 10 mai pour 2 ou 3 jours, et si vous voulez venir jusqu'à moi,
qui n'auraient sans doute pas le temps d'aller jusqu'à vous empressé que je serai, nous causerons un peu. Je ferai de mon mieux pour vous être agréable. Je pourrai au moins vous envoyer quelques croquis, des matelots. Je suis révoltée de voir comment mes braves amis sont représentés, même dans votre publication qui réussit si bien, leurs frères, les soldats. Il y a un monsieur Léonet qui en fait de honteuses caricatures, un autre, mieux intentionné, qui a dessiné une pièce de canon assez bonne, mais traînée par des matelots qui sont tous des vieux et des vieux singes. Excusez ce genre de grimoire. Nous causerons si vous voulez venir à moi dans quelques jours. Recevez, je vous prie, l'expression de mes meilleurs sentiments, Pierre Loti. Reprise. Dimanche soir, 22 juin. Le feu prend à 2 heures du matin au cirque, éveillé par les plantons. Il en résulte une course nocturne avec Samuel, très drôle sur les remparts, une entrée brusque au cirque où tout est déjà éteint. Les éléphants nous regardent du coin de l'œil, à moitié endormis, recouchés à 3 heures du matin. 24 juin, plus 2 jours. Jour de la Saint-Jean, fête chômée, travailler jusqu'à la nuit au groupe pour la vie militaire, à finir Samuel qui part demain, ayant fini son service. Les feux de la Saint-Jean le soir. 25 juin, lendemain. À Marennes, jusqu'à samedi soir, 28 juin. Courut la Gataudière et la Côte, partant splendide. Envoyé une caisse de cerises à Madame Lee Shield. Tous les soirs, c'est Guignol qui nous captive jusqu'à 10 heures. 8 juillet, plus 13 jours. À Bordeaux, pour une entrevue de mariage, chez le pasteur Delmas, en uniforme dans ce quartier des Chartrons et de Bacalan, où il y a 2 ans passés, je m'appelais Louis Berny, compagnon de travail de Charles S., il y a 2 ans passés, au temps de mon grand amour pour elle. C'est une oppression étrange que cette question de mariage. Le soir, à 3 heures, une première demande est portée à mon beau-père par monsieur Delmas. Comme je me sens libre et léger après, quand j'ai repris un costume de tout le monde et que je me promène seule dans ces rues de Bordeaux. Chez le frère de Daniel, et puis je m'en vais chez Charles S., Jean Barada, à l'heure où il rentre de son rude travail pour le mener dîner avec moi. Il est très charmant ce ménage de Jean Barada. Sa femme, jolie, dévouée, laborieuse, l'adorant. Et leur petite Odette, un amour de bébé brun, ayant les yeux de son père, c'est drôle. Moi qui me le rappelle encore tel qu'autrefois, avec son cynisme de beau coureur, le retrouver berçant sa petite fille et s'attendrissant pour me raconter ses manières de faire de bébé. Non, c'est trop mignon, dit-il en l'embrassant. En voilà qui sont heureux, et cela me donne du courage pour essayer de finir ainsi. Ensuite, il faut combiner les affaires d'amour pour la nuit, le rendez-vous avec elle que je n'aime plus, le signal convenu au bout de la rue. À 9 heures, dans la campagne tiède et silencieuse, le ciel devenu tout noir, avec quelle insouciance à présent je vais à ce rendez-vous, quelle tranquillité. Il semble que ces lieux, ces arbres, ces bois, où j'ai souffert tant d'angoisse, que j'ai revu dans un rêve suprême quand j'ai failli mourir là-bas au Tonkin, que tout cela soit changé, que ce coin de la terre soit devenu vide. Un terrible orage sur notre nuit d'amour. Jusqu'au matin, le tonnerre ébranle nos vitres. 9 juillet, lendemain. Rentré à Bordeaux au petit jour, un peu énervé de cette nuit de fatigue et d'orage, avec quelque chose comme un peu d'amour qui me serait revenu. Baigné, reposé, habillé, chez le pasteur Delmas pour l'affaire grave du mariage, le beau-père hésitant, il n'y aura pas d'entrevue décisive avant le mois d'août, 1 mois de trêve. À 3 heures, je vais chez Jean Barada. Il est à faire la sieste par terre, le torse nu, sa petite Odette dormant toute nue sur sa poitrine, un groupe unique à peindre. Encore un orage terrible le soir, vrai orage des tropiques. Nous arrivons à la gare, courant comme des fous, dans l'ondée torrentielle, trempée, inondée. À Rochefort, à 2 heures de la nuit, le 10 juillet. 14 juillet, plus 5 jours. Dehors, au grand soleil, les gens sont à la fête de la République. Daniel en costume civil, dans des habits à moi. Tout ce jour, je travaille enfermé dans mon logis.
Je travaille pour la Revue des Deux Mondes, et cela dans le berceau sur la table verte, à la place où je faisais jadis l'été mes devoirs d'enfant. L'idée ne m'était jamais venue, depuis cette époque lointaine, de m'établir là. Aussi, mes impressions d'enfance s'y retrouvent plus fraîches. Il y a le même lierre, les mêmes petites mouches d'eau sur le bassin, les mêmes araignées habitant les petits trous du mur, celles qu'autrefois j'agaçais avec des brins d'herbe au lieu de faire mes devoirs. Je rêvais là, dans ma petite tête d'alors, je rêvais de voyage, de marine. Aujourd'hui, j'y écris sans enthousiasme mes impressions chinoises qu'on me paiera fort cher. Note: impression chinoise, indo-chinoise plutôt. Il doit s'agir de corvée matinale qui paraîtra le 15 août. Comme elle est devenue plus triste la maison depuis cette époque. Seulement moi, deux bonnes vieilles en noir traversant lentement la cour, ou Moumoute, ou la tortue. Toute la journée la porte de la rue est close, pas un coup de sonnette. Vers 5 heures seulement, ma camarade Marie, vieillie elle aussi, qui vient en peignoir de toile, me faire une visite. 27 juillet, plus 13 jours. À Marennes avec Daniel par la voiture d'1 heure, pour chercher Ninet, que nous devons ramener à pied le soir en surprise aux pauvres vieilles maman et tante. Un vent a décorné les bœufs, presque froid sur cette promenade de nuit. Entre Brouage et Moëse, nous nous attardons à cueillir des quenouilles de roseaux. La nuit nous prend tout à fait. Chanter des chansons en route, acheter des gâteaux à Soubise, passer dans l'aïeul par grand vent toujours. Au Boineau, des gens dansent autour d'un feu. Boineau, ancien village du Marais, devenu quartier de Rochefort. À 11 heures, tous trois, nous entrons dans la maison comme des voleurs. Les bonnes vieilles sont couchées et endormies, passées par la fenêtre de Bergevin, descendues boire du cassis, faire réveillon. Grande surprise le lendemain matin de trouver Ninette dans son lit. Du 27 juillet au lundi 4 août, environ 8 jours. 8 jours que Ninet passe à la maison. Nous sommes très occupés à faire la chambre turque avec Daniel. Note, il veut parler de la chambre arabe. Et puis à ranger le Galta, note, le cagibi où Julien avait installé son petit musée d'enfance. En saintongeais, le terme désigne une grande étagère ou une tribune. Et puis à ranger le Galta, ranger les boîtes de papillons et d'oiseaux, un travail que depuis de longues années, entre mes grands voyages, je fais avec Ninet, de pauvres souvenirs de mes chasses, de mes courses avec Joseph, de ma jeunesse, ces pauvres papillons et ces oiseaux que nous disputons au vert et à la poussière. Et chaque année, il y en a d'émiettés, de disparus, en même temps que ces souvenirs s'en vont. Nous disons, Ninet et moi, que c'est notre dernier été, avant nos mariages, qui se préparent, que nous nous occupons pour la dernière fois de ces choses de notre enfance. Note. Loti associe dans une enfance commune lui-même et sa nièce, qui a 15 ans de moins que lui. Suite de ces choses de notre enfance, et nous rangeons tout cela avec mélancolie. Lundi 4 août. Je pars reconduire Ninet à Marennes, où je reste jusqu'au jeudi 7. Une vraie splendeur d'été, des nuits de pays chaud, une grande plaine de lune rose éclairant la nuit, les choses comme en Afrique. Jusque vers 10 heures du soir, nous restons assis sur la route de la Tremblade au bord des marais. 8 août plus 3 jours. Ce temps des tropiques et cette pleine lune durent encore. 1 heure de nuit sur les chaumes avec Daniel, revenant d'un bain nocturne à la fosse aux mâts, note, fosse sur la rive de la Charente, en aval de Rochefort, où l'on conservait durant plusieurs années dans l'eau salée les troncs d'arbres destinés à devenir les mâts des navires. Reprise. Revenant d'un bain nocturne à la fosse aux mâts, qui avait un air de lac brésilien, avec son eau chaude immobile, où cette claire lune dessinait des ombres d'arbres. 1 heure de nuit sur les chaumes, la plaine de pierres grises et de serpolets qui mène à la Limoise,
Étendus sur le lichen, les graminées sèches, au bruit assourdissant des cigales, nous dormons dans cette nuit chaude sous le ciel plein d'étoiles, sous la pleine lune rose. Cette lumière et cette tranquillité et cette solitude et cette chaleur sentent l'Afrique. 9 août, lendemain. F. Bailly vient s'installer pour 8 jours avec moi, revenant du Sénégal, m'apportant le souvenir et un peu la nostalgie. Note. Voir journal 1873. En août 1878, Loti écrit guillemets, Bailly ne reverra plus la France. Fin de guillemets. 15 août plus 6 jours. Je pars pour Rosporden, pour le grand pardon dans le bois de la Bonne Nouvelle. La soirée du 15 à Nantes, où je retrouve Samuel, note, Samuel Grezillier, né en 1860 à Royan, marin que Loti a peut-être rencontré en Indochine l'année précédente. Il vient de quitter la marine nationale et fait du cabotage, comme matelot sur le Lougre actif. Sur les conseils de Loti, il va suivre les cours de l'école d'hydrographie et sera breveté maître de cabotage le 20 mai 1885. Reprise. Où je retrouve Samuel qui navigue au commerce. Son petit bateau est sur la Loire, j'y arrive de nuit vers 10 heures par-dessus bord le surprendre. Une nuit tiède et étoilée, sous la tente d'arrière, assis à plat pont, nous restons tous deux à causer jusqu'à minuit. 16 août, lendemain. Déjeuner de bonne heure à Nantes avec Samuel que je me suis mis à aimer beaucoup depuis hier. En route pour Rosporden, où j'arrive à la nuit close. Petit Julien et sa mère, avec Yvon, m'attendent à la gare. Petit Julien passe ses bras autour de mon cou. C'est toujours une émotion de retrouver cette Bretagne et cette maison de pierre. Au moment de me dire bonsoir, petit Julien fait une figure triste et regarde sa maman. Voilà, il avait mis dans sa petite tête de coucher avec moi et il n'ose pas le demander. Il dort en travers dans notre lit où la place ne manque pourtant pas et toute la nuit me donne des coups de pied. Dimanche 17 août. Un temps superbe. De bonne heure le matin, ce sont des courses dans Rosporden avec Yvon Kerzulek et petit Julien pour essayer mon beau costume breton, m'acheter un chapeau à grande boucle d'argent, y faire mettre des plumes. Vers 10 heures, je suis en grande tenue de pardon. De tous les villages, on commence à arriver. Sur le granit sombre des rues, les costumes sont tout brodés, tout brillants. À 2 heures, nous partons pour le pardon, dans une voiture campagnarde. Marianne, petit Julien et son petit frère. Yvon Kerluzek, sa femme et leurs 2 petits, en tenue de fête tout le monde. Le costume d'Yvon est pareil au mien, moins les plumes au chapeau que les hommes mariés ne portent plus. Et nous roulons sur la route bordée de grands bois et pleine de monde en costume d'autrefois. La vieille chapelle de Bonne Nouvelle apparaît au bout d'une demi-heure de route, perchée sur une estrade de granit au milieu des bois. Des centaines de femmes, en grandes coiffes blanches, sont assises sur les rochers en gradin qui supportent cette chapelle, paysannes de Pont-d'Aven. Note Pont-Aven. En jupe raide, à large bande de velours brodé d'or, paysanne de Banalec, brodée de soie et de paillettes, paysanne de Pont-l'Abbé, coiffée en casque, et un soleil doux, tamisé par les chênes, éclaire ce décor du plein Moyen-Âge. La chapelle est remplie de chants et de fumée d'encens. Les dévots font à genoux le tour de l'autel, et la procession sort dans le bois, toutes les bannières portées par les hommes à longs cheveux, qui défilent, recueillis et la tête baissée. 18, lendemain. Dès le matin, les binious sonnent. On doit danser tout le jour dans Rosporden. Moi et là, je dois partir. À midi, je leur dis adieu à tous et monte en chemin de fer, toujours en breton. Il y a, dans mon compartiment, des touristes accompagnés de fort belles dames qui me prennent au sérieux, admirant beaucoup comment je suis habillée et causant gentiment jusqu'à Auray. Toujours le beau temps d'août joyeux et pur. Vers 6 heures, en arrivant à la gare de Couéronne, j'aperçois la bonne figure du petit Pierre Renoir. Note. Il a donc échappé au destin tragique que Loti semblait lui promettre en avril de l'année précédente. Petit Pierre Renoir qui m'attend là et monte dans le train pour venir dîner avec moi à Nantes. Et nous dînons gaiement, en face l'un de l'autre, causant de choses passées, moi presque aussi jeune et insouciant que lui.
et aucun pressentiment ne m'avertissait que je touchais à une heure terrible. 20 août, plus 2 jours. Une lettre, précédée d'une croix, en italique. Oirda, j'allais commencer pour vous une de ces petites lettres banales que vous savez, mais non, je souffre trop. Je vais vous écrire encore une fois avec mon cœur, comme au temps où je sentais que vous m'aimiez. Si vous le pouvez, répondez-moi avec un peu d'affection. Je ne vous confierai rien de peur de vous épouvanter. Je vous enverrai seulement mon cri d'angoisse et cela me fera du bien comme mes larmes de cette nuit. Tout concentré en soi, n'avoir pas un confident, pas un ami au monde, cela m'étouffe à la fin. Pierre, mais il est trop loin. Et puis il est trop simple pour m'entendre, j'aurais peur. Oirda, quelque chose d'affreux que je redoutais depuis longtemps est arrivé. Et ce n'est rien encore, auprès de ce qui peut survenir plus tard. L'autre nuit, j'ai été accablé, traité comme le dernier des misérables par une voix jeune et vibrante que j'entends toujours. C'était dans une grande chambre sinistre en damas bleu. Et moi, je me traînais à genoux pour demander grâce. Je donnerais ma vie maintenant pour regagner cette estime que j'ai perdue, mais c'est trop tard. Et cette voix avait raison. Je jette sur mon passé un long regard sombre sur cet échafaudage de fautes, de mensonges, qui un jour tombera sur moi. Menant de front 3 ou 4 personnalités sous des noms différents, trompant, trompé, où vais-je, mon Dieu, et comment finirai-je? J'ai une envie de mourir dont vous n'avez pas idée. Sans ma pauvre mère, comme ce serait bon, comme cela simplifierait tout. Pour sortir de l'impasse présente, je n'ai rien trouvé encore. Je voudrais le faire d'une manière un peu honnête. J'ai un grand besoin d'honnêteté, de pardon, de relèvement. Ce matin, j'étais arrêtée à l'idée de faire revenir Samuel auprès de moi. Son bateau est encore en France. C'est la nature la plus droite, la plus généreuse que je connaisse. Et puis, il m'est tout dévoué. Je lui aurais tout confié, tout remis entre les mains. Il est très intelligent. Mais après, si j'allais lui faire horreur, tenez, par curiosité, je vous communique cette lettre de Plunkett. Note, cette lettre ne figure pas dans le manuscrit, suite, qui a été pendant des années l'ami à toute épreuve, le confident le plus intime de ma vie. Il choisit bien son moment pour m'abandonner. Il est vrai que de lui, cela ne me touche pas. J'aurais besoin de me jeter dans les bras de quelqu'un d'aimé, avec qui pleurer, à qui tout dire et qui me pardonnerait, mais je suis seule. Madame. Note, destinataire inconnu, peut-être Juliette Adam. Je souffre bien, on m'a tout pris peu à peu, croyance, amie, maîtresse, tout ceci au pluriel. Fiancé au singulier, enfant au singulier. Jusqu'à mon fils que je n'ai plus le droit de voir. Ces jours derniers, quelque chose que je redoutais depuis longtemps est arrivé, et maintenant la mesure est comble. J'ai une grande envie de mourir, j'ai tout au fond de moi un goût de mort que rien ne peut plus m'enlever. Sans ma pauvre mère, comme ce serait simple, facile, vite fait. Quelle paix ensuite. Il faut vivre pourtant, tout concentrer en moi-même, faire à peu près à tous ma figure habituelle. Je voudrais essayer d'arranger, replâtrer des choses irréparables, ne pas m'avancer plus loin dans la sombre passe où je suis, je ne trouve rien. Je n'imagine aucun moyen. Je vous dis des choses intimes, mais vous m'avez écrit une si bonne lettre. Je vais vous conter mes projets. J'ai ma semaine de service à faire, ensuite je prends tout mon courage, je pars pour un terrible voyage que je repousse lâchement depuis des semaines. Après j'irai vous voir, vous demander consolation, conseil. De tout mon cœur, avec un respect filial, votre Lottie. Voudriez-vous, je vous prie, brûler ma lettre, note, dont il garde copie. Du vendredi 22 août au mercredi 27, plus 2 jours. Allée et venue à Royan et Pontaillac, la vie facile des plages, au beau soleil, au bon air de mer, présentation de mariage, causerie avec cette famille qui sera peut-être la mienne, qui me dévisage, que je dévisage, au casino le soir. Les journaux tambourinent ma présence. J'ai vu sur la plage une cour de journalistes, peintres, reporters. On regarde mon uniforme, on m'envie sans doute. J'ai au fond de l'âme un goût de mort. 28 août. Peine perdue, mariage manqué. Je suis destinée à finir seule. Je retombe tristement sur moi-même. Cette image de jeune fille s'était gravée dans mes yeux. Ses frères, ses sœurs, je m'étais presque mis à les aimer.
Le bon Clara, qui est venu faire son temps de réserviste, revient à la maison en enfant prodigue. Déjà 4 ans passés depuis son départ, un soir de juin. Dimanche 31 août, écriture italique, une lettre. À la duchesse de Richelieu. À vous seule, madame la duchesse, je me sens capable d'écrire aujourd'hui. Votre lettre si prompte, si spontanée, tombant hier au soir, comme par une sorte d'intuition au milieu d'une des heures les plus sombres de ma vie, m'a attachée à vous plus profondément. Je m'abandonne à ce charme passager de vous avoir pour ami. Je dis passager parce que je sais bien comment on m'aime, moi. Bien des personnalités exquises, dont je retrouve de temps en temps le souvenir, m'ont voué des amitiés pures, ardentes dans un premier élan. Et puis, me connaissant mieux, m'ont jeté un regard d'étonnement, d'épouvante, et ont passé leur chemin. Tant pis, et d'ailleurs rien ne dure. Pour le moment, nous sommes amis. Vous ne pouvez plus vous en dédire. Je ne crois pas que je vous dise jamais la sombre chose qui pèse sur toute ma vie, mais je vous conterai, pour que vous m'aimiez un peu plus, le long désastre, le long naufrage qui lentement m'a tout pris. Croyance au pluriel, amitié au pluriel, amour au pluriel, fiancés et eux, et enfants au singulier. Si nos natures se ressemblent, nos buts et nos religions diffèrent. Votre nirvana, je le trouve inaccessible et glacé. Moi, j'adore Baal, B-A-A-L. Je ne puis vivre que par le soleil et par l'amour. Quand je vieillirai, quand le soleil ne me chauffera plus, quand on ne pourra plus m'aimer, je n'aurai plus de raison d'être, alors je m'en irai de mon plein gré, bientôt peut-être, brusquant sans regret le dénouement de la triste comédie. 3 petits points. Du lundi 1er septembre au samedi 6, semaine de service. Travailler pour la revue des Deux Mondes. Tout doucement, je reprends courage. J'espère encore je ne sais quoi. Et là-bas, en Chine, on se bat. Les morts tombent et mon pauvre Pierre est au premier rang. Autrefois, je n'aurais pas vécu en songeant à ce danger pour lui. Aujourd'hui, pour cela comme pour le reste, ma faculté de souffrir est émoussée. 8 septembre, plus de jours. À la vieille Limoise, le soir, avec Ninet. Rentré très tard par une nuit de pleine lune. 9 septembre, lendemain. Iman Merhamet. Note en turc, foi, miséricorde. L'angoisse horrible est finie. Le poids est enlevé de dessus ma poitrine. Une petite lettre simple et bonne d'une écriture que je n'espérais plus jamais voir m'apporte le pardon. 12 septembre, plus 3 jours. Temps gris, déjà sentant l'automne. Hélas, cet été, le dernier peut-être passé au milieu des choses aimées de mon enfance, touche à sa fin est triste. L'horrible voyage qu'il me faudra faire dans quelques jours, le calvaire auquel il me faudra monter, comment en reviendrai-je? Ce mariage entrevu, et auquel il faut renoncer, me laisse lui aussi son regret pénible, temps gris déjà sentant l'automne. Mélancoliquement, je fais avec Daniel la récolte des raisins dans la cour, et les raisins qui bientôt dans l'atelier vont sécher pour l'hiver. Note, un autre extrait du journal, passage du journal précise l'atelier de ma sœur, donc la pièce qui va devenir la salle médiévale. Reprise. C'était une des tristesses de mon enfance, ces derniers fruits de l'été qui séchaient dans l'atelier sur des grandes tables. Le soir, la nuit venue, j'ouvre la fenêtre de la chambre turque. Note, le salon turc, commencé en 1877, n'a pas encore sa forme définitive, moins encore son plafond, inspiré par l'Alhambra. L'ancienne chambre de la grand-tante Berthe a une fenêtre sur la vieille cour, bientôt masquée par des tentures. Reprise. La fenêtre de la chambre turque, celle qui donne sur les jardins et ne s'ouvre que dans les occasions rares. Il y a 10 ans, à pareille date, jour de mon retour du Sénégal, je m'y étais accoudée la nuit sombre, au lendemain du premier grand orage de ma vie, le cœur débordant de toutes sortes de sentiments nouveaux, regrets déchirants du passé, angoisse pour l'avenir. L'année suivante, à pareille date encore, j'y étais revenue, trouvant que c'était vite passé une année, m'effrayant moi-même d'avoir déjà un peu oublié,
Et maintenant, c'est 10 ans qui ont passé sur ces souvenirs, 10 ans, la plus belle période de ma vie. Et déjà la vieillesse approche. Et dans ces 10 ans, que de choses ont commencé et fini, que de souffrances de l'âme, d'enivrement d'amour. Et je suis encore vivant et je suis encore jeune et je veux qu'on m'aime encore. 19 septembre, plus une semaine. À la Limoise. À 6 heures, au coucher du soleil, seule, avec la pauvre vieille tante Eugénie dans le petit bois. Elle, dernier débris de ces figures de la Limoise d'autrefois, toute courbée, ayant froid par cette soirée où une première fraîcheur d'automne court sur la terre. Ce lieu est pour moi unique au monde, avec ses grands chênes antiques, laissant entre eux des vides de temples, son herbe à part, fine et rase avec çà et là des bruyères. Et ce soir au couchant plane une vapeur blanche sur l'immense lande unie sur les ajoncs et les bruyères. Le soleil rouge, énorme, descend, s'enfonce derrière l'horizon comme derrière une mer, envoyant ses lueurs par en dessous, à ce bois et à ces hautes colonnes qui sont des chênes. Ce lieu, cette heure, cette saison, éveille pour moi des souvenirs inexprimables du passé mort. 29 septembre, plus 10 jours. Arrive par des routes différentes Ninet, Monsieur Delmas pour me marier, ma sœur et Madame Louet. Daniel mené en prison le soir. Monsieur Delmas et M.S. manquent le train, dînent à la maison. Ninet repart en landau. Journée compliquée. 30 septembre, lendemain. La dernière musique du soir de l'été sur la place. Note au kiosque de la place Colbert. Encore de beaux jours tièdes, comme des jours d'août. Pourtant c'est la fin, c'est triste. Avec ma sœur, nous refaisons nos promenades d'autrefois, celles d'il y a 25 ans, sur la route du Breuil, au Pervenche, à la belle Judith, note. Lieu dit au nord-ouest de Rochefort, marqué par un moulin et la légende d'une jeune meunière, happée et tuée par l'une de ses ailes. Et c'est une mélancolie très grande par ces journées d'automne, par cet automne de notre vie. 1er octobre, le lendemain. Note. Ici est insérée une permission de 48 heures, guillemets. Il est permis à monsieur Viau, lieutenant de vaisseau, de s'absenter du bord pour aller à Nantes et retour à Rochefort pour affaires. Il lui est enjoint d'être de retour à bord le 3 octobre 1884, fin de guillemets. Reprise. 1er octobre, à La Rochelle, le soir, au chalet des Delmas, où s'agitent des questions de mariage. 4 octobre, plus 3 jours. La fille du pêcheur, elle, qui avait refusé d'être ma femme, depuis hier, elle est à moi. Et je l'aime avec tant de passion que j'ai besoin de le dire, de le crier du haut des toits. En la revoyant, j'avais éprouvé une angoisse et une terreur de la retrouver si belle, plus superbe que dans mon souvenir, et de penser que jamais elle ne pourrait m'appartenir. Maintenant tout est balayé. Souffrance passée, jours sombres, tout est effacé. C'est comme un vent délicieux de printemps mêlé d'une senteur sauvage de bord de mer, soufflant la jeunesse et l'envie de vivre. En somme, depuis 2 ans, j'étais poursuivie nuit et jour par son souvenir. Ici, là-bas, au Tonkin, quand j'ai failli mourir, c'était toujours elle qui était là dominant tout. Et j'arrangeais dans ma tête tous les détails de ce projet habile, repoussé comme un crime, qui devait la faire tomber. Je suis revenu à présent de cette course précipitée en Bretagne. Il me semble avoir fait un rêve. Je tremble en songeant qu'elle est à moi, que plus tard je la posséderai encore. Je sais bien que cela finira par affreusement souffrir, peut-être par quelque drame réel, mais tant pis. Tout s'absorbe dans l'ivresse inespérée de la posséder. Elle est la forme terrestre la plus complètement admirable que j'ai rencontrée de par le monde. Et j'adore presque autant son âme très simple, fière, qui semblait devoir mettre entre nous une barrière d'impossible. 11 octobre, plus 7 jours. 4 jours passés à Marennes. Grand vent d'équinoxe sentant l'hiver. De longues promenades avec Ninet, malgré le vent et la pluie, à la côte, au Chaput. Fini cet été, un peu pareil à ceux d'autrefois, et qui sera le dernier sans doute.